Diplômée de HEC et titulaire d'un master d'économie à la Sorbonne, elle débute sa carrière en 2007 à Londres, chez Goldman Sachs Asset Management. Elle travaille ensuite plusieurs années au sein de sociétés de gestion, avant de rejoindre en 2017 l'autorité des marchés financiers. C'est en 2019 qu'elle entre à la Banque Postale Asset Management où elle pilote le projet de transformation de la société de gestion en 100% ISR. ISR, c'est investissement socialement responsable, pour permettre aux clients du groupe de choisir des placements responsables et durables. En 2020, elle devient directrice engagement durable, RSE et communication et membre du comité exécutif. Un an plus tard, elle prend en charge la direction de l'engagement citoyen de la Banque Postale et elle est nommée au comité de direction générale et rattachée directement au président du directoire. Alors la Banque Postale, vous connaissez forcément, c'est une banque de proximité, filiale du groupe La Poste, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contact et qui compte 20 millions de clients. Leader de la finance durable, elle figure au premier rang des agences de notation extra-financières. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une dirigeante engagée, Adrienne Aurel-Pagès. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Adrienne, c'est quel est le fil rouge de ton parcours ? Comment on passe du monde de la finance classique à celui de l'engagement citoyen et finalement comment fait-on de l'engagement son métier ? Alors en fait, ça s'est fait progressivement finalement. C'est vrai que comme tu l'as décrit, j'ai commencé avec un parcours assez classique en finance. Et je dirais que ce qui m'a toujours animée, c'est plutôt de comprendre en fait les enjeux assez systémiques aussi du monde financier. On a de l'économie, on a de la psychologie aussi dans la finance. Et au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai acquis la conviction qu'on était au début d'une transformation absolument majeure du monde de la finance, avec la prise en compte des enjeux de durabilité et plus largement en fait le changement d'un véritable paradigme économique. Et donc c'est un peu comme ça finalement que s'est forgée cette conviction. Et je dirais que ce qui m'a vraiment animée, c'est cette volonté de faire le lien justement entre ce monde traditionnel de la finance que je connaissais bien, et en particulier pendant 10 ans j'ai été au cœur de ce monde, et puis le monde de la conviction, du sens, et vraiment de travailler finalement à rapprocher, à faire se parler ces deux mondes qui en fait c'est uniquement en les faisant parler qu'on arrivera finalement à transformer véritablement la finance et plus largement notre société. Ouais. Absolument. Et on va parler raison d'être. La Banque Postale a décidé de devenir une entreprise à mission et a défini une raison d'être. Quelles ont été vos motivations pour ce choix ? Qu'est-ce qui a guidé ce choix finalement ? Alors c'est vrai qu'on est devenu entreprise à mission il y a 1 an maintenant. La Poste, donc notre maison mère, est devenue entreprise à mission il y a 2 ans. Et c'est vrai que pour une entreprise publique, c'est assez naturel aussi d'adopter ce statut d'entreprise à mission. Et plus largement, ça permet vraiment d'intégrer complètement dans la stratégie et au cœur aussi de l'entité juridique de l'entreprise, la mission et notre raison d'être. Notre raison d'être, elle est autour de la transition juste. Donc, la transition juste, c'est comment on accompagne la transition environnementale de notre société tout en prenant en compte les enjeux sociaux et territoriaux. Et évidemment, vu l'ADN historique de la Banque Postale autour justement de cet ancrage territorial très fort, c'était vraiment important pour nous de concilier les enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux et d'ancrer cette mission dans notre stratégie. Donc pour toi, même si c'est une entreprise publique, c'est quand même utile. Parce qu'on pourrait se dire, bon, l'entreprise publique a une mission de service public, donc c'est pas forcément indispensable d'avoir une mission ou une raison d'être. Ouais, toi, c'est le contraire que tu nous dis finalement. C'est vrai que c'est différent. On a effectivement une mission de service public. Et la Banque Postale, quand elle a été créée en 2006, elle a été créée, il y avait déjà plein de banques en France. Franchement, il n'y avait pas besoin d'une nouvelle banque. En revanche, il y avait besoin d'une banque territoriale. D'où le fait effectivement qu'on s'appuie sur le réseau de la Poste. Et puis d'ailleurs, 3 ans après, on a donné une mission d'accessibilité bancaire à la Banque Postale qui en fait permet aujourd'hui à 1,5 million de clients qui seraient complètement exclus du système bancaire autrement. Donc je parle de sans domicile fixe, je parle de migrants, je parle des gens du voyage, d'utiliser le livret A, qui pour toi et moi est un outil d'épargne en fait, mais eux ils l'utilisent véritablement comme un porte-monnaie électronique. Ils peuvent faire des retraits au guichet, ils peuvent percevoir un certain nombre de revenus ou qu'il y ait des charges type facture d'électricité qui soient prélevées sur ce livret A. Donc c'est vraiment avec cette dimension territoriale et d'inclusion financière que la Banque Postale a été créée. Et c'est vrai que ça c'est une mission de service public. Mais en devenant entreprise
entreprise à mission, on va beaucoup plus loin finalement dans le sens que l'on donne et surtout, on allie complètement la stratégie avec cette mission, alors que la mission de service public peut être une partie seulement finalement de l'activité. Et pour revenir sur cette raison d'être, tu peux un petit peu nous la détailler, nous dire comment elle irrigue l'ensemble de l'entreprise ? Oui, alors on a 3 objectifs qui en fait étayent finalement notre mission et qui sont articulés autour de la transition juste. Finalement, le premier objectif, c'est transformer le modèle de banque-assurance par la culture de l'impact. Finalement, en fait, c'est quoi être une banque et une entreprise à mission ? C'est rajouter au traditionnel couple rendement-risque. Un banquier, quand il prend ses décisions d'investissement, de financement, il regarde le rendement, il regarde le risque. Voilà, c'est ça qu'on enseigne encore à tous les étudiants d'HEC et de toutes les écoles et universités autour de la finance. C'est vraiment ce couple traditionnel. Quand on est une banque entreprise à mission, on rajoute une 3e dimension. On rajoute l'impact environnemental et social. Et donc ça veut dire que évidemment, ça irrigue toute la gouvernance de l'entreprise. Donc ça veut dire que la mesure de l'impact est intégrée en particulier dans les objectifs qui sont ensuite déclinés pour l'ensemble des collaborateurs. Ça veut dire aussi que la rémunération, elle est indexée en partie sur ces indicateurs de l'impact, mais ça veut dire aussi dans le métier, encore une fois, au quotidien de banquier, et finalement dans tous les process qu'on va utiliser, on va intégrer la mesure de l'impact, en particulier au moment de nos décisions de financement, de crédit ou nos décisions d'investissement. Donc ça, c'est un premier objectif extrêmement fort. On a un deuxième objectif qui est développer dans notre offre de banque assurance tous les produits et services qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux. Ça veut dire donner les moyens à toi, cliente, avec des produits soit d'investissement, soit de financement, plus responsable. Donc, par exemple, un fonds d'investissement responsable. Donc, ton épargne, effectivement, va permettre de financer plutôt des entreprises qui ont des bonnes pratiques en matière de RSE. Ou quand on parle à une collectivité locale, par exemple, on va lui proposer un prêt vert, qui est un prêt qui va être dédié au financement d'un projet, par exemple, de mobilité durable dans la ville, avec un taux bonifié. Donc en fait, on va utiliser l'ingénierie financière pour structurer des produits plus responsables. Et puis on a un dernier objectif qui est développer et promouvoir par l'exemple de notre action les meilleures pratiques du secteur de la banque et de l'assurance. Ça veut dire en tant que tel, en tant que banque, montrer l'exemple, en particulier dans quoi on va investir et à quoi finalement on utilise notre capital, mais aussi en tant qu'employeur vis-à-vis de nos salariés. Et donc, ça fait 1 an que vous êtes société à mission. Quel bilan tu peux dresser au bout d'1 an ? C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu vois quand même des effets ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour l'entreprise ou peut-être pour les salariés ? Oui, bien sûr. Non, c'est un moment important pour nous, justement, de faire le bilan après 1 an. Ce qui est très intéressant dans le statut d'entreprise à mission, c'est que les parties prenantes sont vraiment au cœur aussi de la dynamique. Donc, en particulier, évidemment, notre comité de mission. Donc, nous, on a choisi un comité de mission qui est présidée par Natacha Valla, qui est une spéciale, qui aujourd'hui est doyenne de l'école de management et de l'impact de Sciences Po, qui est une ancienne banquière centrale, spécialiste de l'économie bancaire. Donc, quand elle vient au comité exécutif nous parler des enjeux de la mission, elle est sacrément crédible. Et donc, on a la chance d'être entouré d'un comité de mission avec des experts très forts, mais aussi des experts d'autres secteurs. C'est aussi important pour nous de nous nourrir. Par exemple, on a la directrice développement durable de Sanofi. Et c'est intéressant parce que l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui est très réglementé, comme la banque. Donc, on a des parallèles qui sont vraiment intéressants. Donc, déjà, on a effectivement été extrêmement bien accompagné par ce comité de mission et on voit bien la richesse des travaux que le comité de mission nous pousse à mener. On a aussi dans le système de l'entreprise à mission l'OTI, donc c'est un organisme tiers indépendant, c'est un auditeur en fait qui est venu justement examiner la façon dont on met en œuvre le statut de l'entreprise à mission. Et ça, son audit aussi, ça a été extrêmement riche d'enseignements. Donc globalement, on est très content parce qu'il estime que notre dispositif est parmi les plus matures, mais en même temps, on a encore un certain nombre de progrès à faire. Et donc, je dirais pour faire un bilan vraiment global, c'est
devenir entreprise à mission, ça nous a permis d'entraîner un mouvement extrêmement fort et en particulier vraiment de structurer cet engagement, de réfléchir autour de notre raison d'être, nos objectifs, des indicateurs qui vraiment donnent une feuille de route extrêmement claire à l'ensemble des collaborateurs. Maintenant, la deuxième étape, donc ce à quoi on va travailler cette année, les prochaines années, c'est beaucoup plus l'intégration de ces objectifs et l'incarnation de ces objectifs par l'ensemble justement de nos collaborateurs. Pour le moment, je dirais qu'on a encore une approche assez top-down, qui a été vraiment pilotée par ma direction, par aussi le top management. Maintenant, c'est nécessaire que l'ensemble de nos collaborateurs s'approprient finalement vraiment ce sujet de l'entreprise à mission, voient quelle est la différence, quelle différence en fait au quotidien ça fait pour eux d'être dans une entreprise à mission, et ça on en est encore au début. Oui, et tu ressens quand même un sentiment de fierté de la part de certains salariés en tous les cas? Oui, absolument. Alors c'est vrai que quand on vient à la Banque Postale, on sait aussi qu'on vient dans une entreprise citoyenne avec des valeurs, qui fait une banque un peu différente. Donc on a des gens de toute façon qui sont extrêmement engagés de nature. Mais c'est vrai que ce statut d'entreprise à mission effectivement a donné aussi une vraie direction et un vrai sens. C'est la boussole. Exactement, la boussole. Ouais. Et vous avez mis en place des indicateurs, j'imagine, pour pouvoir mesurer les progrès à chaque année? C'est ça, des indicateurs avec des cibles à 2025, certaines cibles à 2030, parce qu'on a des cibles qui sont en lien en particulier avec nos objectifs de décarbonation de notre bilan, donc comment on réduit l'empreinte carbone de ce qu'on finance finalement au fur et à mesure. On a certains indicateurs, donc tout est public dans notre rapport du comité de mission qu'on a publié il y a quelques semaines. On a des indicateurs qui sont encore en production. Ça montre aussi que le sujet est toujours en train d'être traité. On n'a pas les réponses à toutes les questions. On a aujourd'hui, je dirais, un vrai sujet aussi finalement de mise en œuvre de ces indicateurs et de comment on va faire en sorte que les différentes directions, les différents métiers qui sont en charge de ces indicateurs les intègrent complètement dans leur feuille de route. Aujourd'hui, ils sont vraiment intégrés au plan stratégique, mais étape par étape, finalement, sur toute la chaîne de mise en œuvre, on a encore du travail. C'est un long travail, de toute façon. Tout à fait. Alors, cette année, c'est la deuxième année consécutive où la Banque Postale est récompensée pour son engagement en faveur du climat par la note A du Carbon Disclosure Project. C'est une organisation internationale qui gère l'une des plus importantes bases de données environnementales. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelles sont vos actions en faveur du changement climatique ? Oui, alors déjà, il faut comprendre qu'une banque, finalement, elle a un peu deux axes dans son empreinte carbone, en fait. On a d'une part ce qu'on appelle le périmètre opérationnel. Donc dans la comptabilité carbone, c'est scope 1, scope 2 et une partie aussi du scope 3. Donc en gros, les émissions directes et une partie des émissions indirectes, mais qui sont générées en tant qu'entreprise de service. Donc finalement, une entreprise de service, ça va émettre évidemment avec l'énergie qu'on va utiliser, avec les data centers. Il y a un peu d'émissions, mais c'est assez faible parce qu'on reste une entreprise de service. Donc on a cette empreinte, nous, qu'on appelle opérationnelle. Elle est autour de 50 000 tonnes à peu près. Et ça fait déjà depuis 2015 qu'on est neutre en carbone sur notre périmètre opérationnel. On va compenser ces 50 000 tonnes avec un mécanisme interne qu'on appelle le fonds carbone, donc qui est vraiment intéressant parce que c'est finalement un budget qu'on dédie à la compensation, donc avec un prix interne du carbone, et qui va permettre d'acheter des crédits carbone, qui sont aujourd'hui, on est aussi un peu en train de réfléchir à comment on fait évoluer ça, plutôt vers aussi des projets plus locaux, plus de séquestration, mais surtout aussi cette enveloppe, elle nous permet de financer des projets en interne de rénovation, en particulier de notre parc immobilier, puisque c'est aussi une partie finalement de nos émissions. Et tu parlais justement de l'engagement des collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui peuvent proposer des projets de réduction de l'empreinte carbone qui sont ensuite financés par ce fonds carbone avec un jury et avec un cadre pour sélectionner ces projets. Donc il y a une vraie démarche extrêmement vertueuse sur ce périmètre, encore une fois, opérationnel. Mais en fait, quand on est une banque, le périmètre opérationnel, c'est très négligeable par rapport à ce qu'on appelle nos émissions financées, c'est-à-dire finalement les émissions qu'on génère
par les projets qu'on va financer, par le logement qu'on va financer avec ton crédit immobilier ou par les investissements qu'on va faire dans les entreprises à travers ton épargne. Et donc ça, on a encore du mal même à avoir une vision globale de l'ensemble de notre empreinte carbone sur nos émissions financées. Mais disons, l'ordre de grandeur, c'est un facteur de 1 pour 1000. Donc on est à 50 millions de tonnes à peu près sur nos émissions financées. Donc c'est évidemment là le nerf de la guerre et c'est évidemment là-dessus qu'on s'engage. Et là, là-dessus, on a, nous, défini une trajectoire de décarbonation qui est validée scientifiquement par un organisme qui s'appelle le Science Based Target, avec lequel d'ailleurs le CDP travaille, et qui en fait est l'organisme aujourd'hui qui valide toutes les trajectoires de décarbonation de l'ensemble des secteurs, pas seulement du secteur bancaire. Nous, on a travaillé avec eux sur la méthodologie pour les institutions financières, parce que c'est particulier. Et donc aujourd'hui, nos trajectoires, elles sont validées scientifiquement, à horizon en particulier 2030. Donc ça, c'est un engagement extrêmement fort. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment la mise en œuvre de ces engagements. Donc, la mise en œuvre de ces engagements passe en particulier par le développement de ce qu'on appelle de politique sectorielle, en fait, de principes finalement qui vont guider la façon dont on va utiliser notre bilan. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va dire, en gros, on ne va plus financer que des entreprises qui ont un plan de transition aligné avec l'accord de Paris, quel que soit finalement le secteur. Mais voilà, c'est ces critères extrêmement forts qu'on va utiliser pour progressivement décarboner notre bilan et respecter nos engagements. Oui, donc j'allais justement te parler de ce sujet de décarboner. J'ai reçu à ce micro la semaine dernière Karine de Boissezon, qui est Chief Impact Officer chez EDF et qui nous disait que c'était la grande priorité, décarboner en supprimant les énergies fossiles qui sont la principale cause du changement climatique. Pourtant, ces énergies continuent de bénéficier d'importants investissements privés. Fin 2021, la Banque Postale a pris l'engagement de sortir totalement de ce secteur d'ici à 2030. Est-ce que c'est une décision qui a été facile ou au contraire, est-ce qu'elle a connu des résistances ? C'est une décision franchement difficile à prendre et en même temps totalement évidente parce que pas vraiment sur l'angle de la conviction, parce qu'en fait justement moi mon objectif est essayer de dépassionner le débat. Je pense que surtout sur les sujets énergétiques, autour du nucléaire, en France en particulier, le sujet est extrêmement politisé, donc en fait si on est sous l'angle de la conviction, on va assez rapidement ne pas s'entendre. Voilà, on va en fait ne pas s'entendre. En revanche, si on rationalise le sujet et qu'on se fonde justement sur la science, que dit les scénarios scientifiques, il faut arrêter dès maintenant l'exploration pétrolière si on veut essayer de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré à horizon 2050. En fait, c'est même pas les ONG, c'est même pas d'autres personnes qui le disent, sont vraiment ce que recommandent les scénarios scientifiques et c'est à quoi la France s'est engagée en signant l'accord de Paris et même en étant à l'origine de l'accord de Paris. Donc c'est l'ensemble de notre économie qui doit être alignée avec cet objectif. Donc nous, en même temps, dans notre justement politique autour des énergies fossiles, on n'est pas dogmatique et on est évidemment conscient que l'ensemble de l'économie aujourd'hui, elle dépend encore très largement des énergies fossiles. Mais on dit que on arrête de financer les entreprises qui ne sont pas alignées avec l'accord de Paris à horizon 2030, qui n'ont pas un objectif de réduction. Donc il ne s'agit pas pour elles d'arrêter du jour au lendemain. Évidemment, quand on est dans ce secteur, c'est le cœur de notre activité, mais c'est bien d'engager sa transition. Et aujourd'hui, il n'y a aucun acteur du secteur des énergies fossiles qui s'est engagé dans une transition suffisamment crédible. Et le Science Based Target dont je te parlais, cet organisme qui valide les trajectoires, a refusé maintenant de valider les trajectoires de n'importe quel acteur des énergies fossiles parce que justement, engagement pas suffisamment crédible. Donc, à la fois, voilà, et pour nous, c'était une évidence de prendre cette décision et en même temps, c'est compliqué parce qu'on se prive énormément d'opportunités et j'ai encore des commerciaux qui régulièrement me disent « mais t'es sûr ça, on peut pas le financer, etc. » Donc, et au-delà de cet engagement, c'est une vraie conduite du changement, en fait, parce que eux,
en tant que banquiers, ils doivent aussi apprendre en fait à changer d'industrie, changer de type de client. C'est assez facile finalement de financer un acteur comme Total, qui est extrêmement connu, qui a en plus une qualité de crédit, parce que c'est quand on parle du risque, c'est ça, une qualité de crédit évidemment parmi les meilleurs. Donc c'est naturel pour un banquier de financer une entreprise comme celle-là. Tout l'enjeu justement d'une banque entreprise à mission, c'est de réorienter son capital, qui est vraiment le moteur d'une banque, vers d'autres acteurs, des secteurs qui sont en transition et dans une transition crédible. Donc orienter les financements, c'est quelque chose de faisable. On va parler un peu de territoire. Je le disais dans l'introduction, la Banque Postale est ancrée au cœur des territoires grâce à ces 17 000 points de contact. Est-ce qu'il y a des actions concrètes, particulières que vous menez au sein des territoires ? Alors, effectivement, en fait, cette implantation territoriale, elle est véritablement dans notre ADN. Et je crois que c'est un élément qui est extrêmement différenciant par rapport à toutes les autres banques, et en particulier à la tendance de l'ensemble du secteur bancaire, évidemment, à réduire la présence physique, puisque c'est coûteux, évidemment, bien sûr, de maintenir des agences. Nous, les bureaux de poste... vont rester et c'est un élément du coup extrêmement important aussi de notre stratégie et un facteur structurant en fait. Et donc, du coup, comment on utilise cette présence territoriale ? Déjà, on est aujourd'hui le premier acteur de financement des collectivités locales, avec la plus grande part de marché. Donc ça, évidemment, c'est un engagement extrêmement fort, du coup, dans les territoires, auprès des maires, pour accompagner, en particulier, la transformation de leur commune. Et puis, vis-à-vis des particuliers, donc on a cette mission d'accessibilité bancaire dont je te parlais, et en particulier l'accès au cash aussi, qui est un élément du coup très, très important. Et puis, on mène aussi des actions en faveur de l'inclusion numérique, en particulier avec des conseillers numériques qui sont là aussi pour accompagner les changements d'usage de nos clients. Donc, l'objectif est vraiment d'utiliser cet ancrage territorial comme une force pour travailler à l'inclusion finalement. Et être une banque citoyenne, du coup, c'est ça aussi ? Oui, alors c'est pas que ça, mais ça en fait partie. Oui, bien sûr, ça en fait partie. Je dirais qu'une banque citoyenne, c'est une banque qui finalement transforme sa façon de faire le métier traditionnel de la banque, donc vraiment avec cette notion de l'impact. C'est aussi une banque qui fait évoluer ses offres, ses produits, pour justement donner des outils en fait à ses clients, que ce soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales. Et puis c'est une banque qui donne l'exemple. Et qui s'engage finalement dans ce mouvement qui ne peut être que collectif. Et je crois que c'est ça aussi, je dirais qu'il y a deux changements majeurs en fait dans la transformation de la finance autour de la durabilité. Il y a cette notion d'impact, donc cette nouvelle dimension qu'on rajoute au coût rendement risque, mais il y a aussi le fait que nos engagements ne peuvent être aujourd'hui que collectifs. Et on est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Et donc c'est pas naturel pour les banques de travailler entre elles. Or, en réalité, on n'y arrivera que en partageant nos méthodologies, en partageant aussi nos données. Et étant donné que ces enjeux sont colossaux et en même temps nécessitent aussi des investissements très importants de notre part, c'est vraiment important qu'on essaye de travailler ensemble. Et on essaye de le faire, en particulier dans des alliances qui regroupent des banques européennes, américaines. C'est plus ou moins simple, bien sûr, comme dans tout fonctionnement multilatéral, où on a souvent, in fine, le résultat, c'est un consensus un peu plus mou. Mais il n'empêche que moi, je suis assez positive sur la façon, finalement, dont le secteur de la finance s'engage aujourd'hui dans la transformation, parce que je vois une montée en compétences extrêmement forte sur le secteur, où vraiment on a des experts aujourd'hui dans toutes les banques de la dimension climatique, aujourd'hui maintenant aussi de la dimension biodiversité. C'est des métiers qui n'existaient absolument pas il y a quelques années. Sûr, ouais. Et c'est vraiment des gens
qui sont extrêmement techniques. Et puis, plus largement, mes pairs dans les autres banques sont tous extrêmement liés à la gouvernance, au cœur de la stratégie et de la gouvernance de leur entreprise. Donc on voit bien que ce sujet, il est devenu vraiment majeur aujourd'hui pour les banques. Ils sont au COMEX le plus souvent ? Voilà, exactement. Ou en tout cas rattachés de manière très claire à des membres du COMEX et avec une feuille de route vraiment en lien avec la stratégie. Oui. Et tu sens, toi, cette envie de travailler ensemble, justement, dont tu parles ? On ressent, en fait, l'ampleur de la tâche qu'on a à faire en matière en particulier de décarbonation de notre bilan et de collecte de cette donnée qui nous permet du coup de dire voilà où on en est aujourd'hui sur notre empreinte carbone et voilà comment on va au fur et à mesure évoluer, nécessite qu'on travaille ensemble. Donc il y a vraiment cette envie. Après, on reste encore une fois du coup dans un secteur concurrentiel et puis chacun aussi avec ses armes et ses objectifs stratégiques. L'outil phare de la finance durable de la Banque Postale, c'est le crédit à impact. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit ? Et j'imagine que ça aussi, ça fait partie de la définition d'une banque citoyenne. Oui, alors c'est un produit intéressant, le crédit consommation impact. Effectivement, on l'a lancé il y a 2 ans. Donc c'est vrai que consommation et impact... Oui, ça ne va pas forcément ensemble. C'est souvent difficile de lier. Après, dans justement cette notion de transition juste, c'est aussi extrêmement important pour nous de maintenir le pouvoir d'achat de nos clients. Et on a aujourd'hui, donc je parlais de ces 1,5 million de clients en accessibilité bancaire. Au-delà de ça, on a aujourd'hui en plus 1,5 million de clients en situation de fragilité financière qu'on peut accompagner dans des situations en particulier très compliquées de surendettement. Et aujourd'hui, on est la banque qui équipe le plus cette clientèle de ce qu'on appelle les formules de compte qui à la Banque Postale s'appellent formules de compte simplicité, qui vont en particulier plafonner les frais d'incident bancaire et donc vraiment finalement sécuriser ces clients en situation de fragilité financière. Donc on a une attention particulière au pouvoir d'achat. Donc quand on a développé ce crédit consommation à impact, on l'a développé sous 2 angles. On a dit, si vous pouvez acheter un véhicule vert, on va bonifier votre taux, un véhicule électrique, donc on va bonifier votre taux. Si en revanche vous pouvez que acheter un véhicule thermique, et parce qu'effectivement aujourd'hui les véhicules électriques sont quand même inabordables pour une bonne partie de la population et de nos clients, on va compenser les émissions que vous générez pendant 2 ans avec l'utilisation de votre véhicule, avec de l'achat de crédit carbone. Et au-delà de cette compensation, on a beaucoup travaillé aussi avec le WWF autour justement de comment on structure une offre financière qui résonne autour de l'impact. On a aussi travaillé à beaucoup de pédagogie autour de l'éco-conduite, comment finalement optimiser, limiter finalement votre consommation, même avec un véhicule thermique. Donc cette notion d'impact, elle va à la fois, parce qu'on peut financer des véhicules verts et plus responsables, mais aussi parce qu'on a essayé de co-construire avec des parties prenantes et travailler à l'amélioration finalement des pratiques. Et c'est vraiment cette dimension-là d'ailleurs qui a permis au WWF de nous dire effectivement oui, on peut parler là d'impact et on est assez confortable dans l'utilisation là du terme d'impact sur un crédit consommation. Oui. Pour rester sur les clients financièrement fragiles là, que tu évoquais, on sait qu'il y a ce contexte inflationniste actuel. Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour prendre en charge ces clients, pour les aider, pour les accompagner ? Oui, absolument. Alors d'abord, on a gelé nos tarifs l'année dernière pour vraiment limiter l'impact de l'inflation sur nos clients. Et puis, une banque citoyenne, on y travaille donc via l'angle de l'offre et des tarifs, c'est ce que je viens de dire, mais aussi, et ce qui est extrêmement important pour nous, via l'accompagnement. Et en fait, on considère vraiment le banquier comme un véritable conseiller et comme véritablement un partenaire en fait dans les moments de vie de nos clients.
Et en particulier, donc, quand on est... il y a des moments de situation de fragilité financière. Alors, ça peut être des gens qui structurellement sont dans cette situation, mais ça peut être aussi parce qu'il y a des moments de vie compliqués. On l'a vu, par exemple, au moment du Covid, hein, où on a eu des clients qui avaient des revenus tout à fait importants et qui, tout d'un coup, vu la rupture de l'activité économique, se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. Et donc, on a mis en place, et ça, on vient de fêter les 10 ans de cet accompagnement, une plateforme qui est accessible, enfin une plateforme téléphonique, en fait, des conseillers qui sont dédiés à accompagner ces clients dans ces moments-là et qui, en fait, sont formés d'abord à l'empathie, parce qu'en fait c'est extrêmement dur hein, pour un conseiller d'entendre parfois ces situations très douloureuses, donc il faut vraiment être capable à la fois d'écouter le client et en même temps de savoir réagir, l'accompagner jusqu'au bout. Ils sont formés bien sûr à la dimension juridique, parce qu'en fait on aide nos clients à aller chercher des aides. Donc, il y a plus de 30% aujourd'hui de non-recours aux aides sociales, donc c'est majeur, et donc on les aide un peu dans le maquis juridique là-dessus. Et puis dernière compétence très importante, c'est la connaissance de l'écosystème associatif qui peut être le relais dans beaucoup de situations. Par exemple, on va travailler avec une association comme Crésus qui va justement aider nos clients à monter des dossiers de surendettement pour arrêter la spirale du crédit et du surendettement, ou avec des associations comme l'ADI ou comme Créasol qui vont proposer du microcrédit, c'est-à-dire du crédit à faible montant, par exemple pour acheter un ordinateur pour une personne qui est en recherche d'emploi. Et donc ça, nous, on fait plus de microcrédit, mais on va finalement déléguer et en tout cas envoyer nos clients à ces associations. Et donc ça, ce service qui s'appelle l'appui, c'est vraiment quelque chose qui est absolument unique dans le système bancaire, et ces conseillers sont formés spécialement aux clients en situation de fragilité financière, et vraiment leurs témoignages sont géniaux, quoi. Quand on va les voir, c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement engagées, extrêmement fiers d'aider en fait très concrètement nos clients à chaque appel. Pour rester sur ce sujet sociétal, la Banque Postale s'est engagée en faveur de l'éducation et de l'égalité des chances en créant l'association L'Envol. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les missions de cette association ? Oui, alors c'est une très belle association qui est aussi à 10 ans. Et donc L'Envol, en fait, elle accompagne des jeunes de la seconde à quelques années après le bac qui sont dans des situations familiales complexes, mais qui ont un potentiel académique extrêmement fort. On les sélectionne hein, sur ces critères-là, et puis aussi sur des entretiens. Et en fait, on va les accompagner pendant ces différentes années de vie, d'abord par un système de mentorat, et l'ensemble des salariés du groupe La Poste sont ce qu'on appelle des parrains ou des marraines, donc ils vont accompagner ces jeunes, mais de manière très informelle en fait. Et chaque finalement parrain, marraine et filleule trouve un peu son mode de communication. Est-ce que c'est des échanges WhatsApp? Est-ce qu'ils se voient régulièrement dans l'année? Et en fait, ce qui est important dans cet accompagnement, c'est vraiment l'ouverture culturelle qu'on va donner à ces jeunes qui en sont complètement privés dans leur environnement familial. C'est vraiment, et de leur donner finalement cette confiance en eux, qui est donnée naturellement par une famille dans des milieux socio-professionnels aisés, et dont ces jeunes sont vraiment dépourvus. Donc on va pouvoir les accompagner financièrement, on va pouvoir les aider, par exemple s'ils ont besoin d'acheter un ordinateur, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de leur donner confiance en eux, confiance dans leur potentiel, pour justement qu'ils prennent leur envol.
Et donc les salariés ont tout leur rôle à jouer là-dedans. Ouais. Ça se passe comment? C'est du bénévolat? Absolument, ouais, c'est du bénévolat, c'est du mécénat de compétences. On a instauré le mécénat de compétences. Il y a des jours, ils ont un quota de jours par an. Ils peuvent avoir jusqu'à 9 jours par an pour notamment accompagner les jeunes, parce que donc, au-delà de la relation individuelle entre un parrain, marraine et un filleul ou une filleule, on organise aussi régulièrement des réunions entre chaque promotion où on va justement les faire travailler autour d'ateliers d'expression orale, d'écriture de CV, enfin, vraiment leur donner les clés dans leur vie professionnelle. Et depuis cette année aussi, avec les 10 ans de l'envol, on a voulu un peu réfléchir à comment on orientait, comment on faisait évoluer finalement ce programme. Du coup, c'est devenu très important pour nous d'en faire aussi des citoyens éclairés sur la transition juste, et donc leur donner aussi les clés de comment l'économie était en train de se transformer, comment le monde était en train de se transformer pour, s'ils veulent s'orienter vers des métiers à impact, bien sûr. Pour rester sur le sujet des salariés, ça c'est une manière de les fédérer, qui se sentent impliqués dans des projets, et notamment des projets associatifs, mais vous avez quand même énormément de collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour fédérer autour de valeurs communes quand on a plus de 30 000 collaborateurs? Ouais, c'est un vrai challenge. Je crois que d'abord, on les écoute. Donc, c'est vraiment très important d'être à leur écoute. Donc, on a fait, il y a 2 ans, une grande consultation auprès de tous nos salariés, justement, pour leur demander quelles étaient leurs attentes autour de l'engagement citoyen. Et il y a pas mal de choses qui sont ressorties, donc notamment autour de l'engagement associatif, aussi autour de l'engagement environnemental. Et donc, on a essayé de répondre à une grande partie de ces demandes en créant une plateforme de l'engagement qui aujourd'hui est opérée d'ailleurs par notre filiale Microdon. Je ne sais pas si tu sais que Microdon, qui fait l'arrondi en caisse, en fait une filiale de la Banque Postale. Et au-delà de l'arrondi en caisse, ils ont aussi développé l'arrondi sur salaire. Et donc, on a mis en place l'arrondi sur salaire pour nos banquiers et qui permet du coup de donner quelques euros ou même juste les centimes de l'arrondi de son salaire à des associations qu'ils ont choisies. On a fait un vote. Et en fait, cette plateforme, elle va finalement regrouper l'ensemble des leviers d'engagement que les collaborateurs ont à leur disposition à la Banque Postale, que ce soit le mécénat de compétences, que ce soit avec l'envol par exemple, ou que ce soit aussi par exemple les forfaits mobilité durable qu'on a mis en place, et puis aussi toute une série d'éléments de formation pour vraiment leur permettre de mieux comprendre les enjeux. Et donc cette plateforme elle est disponible et elle permet de donner aussi un cadre finalement à l'engagement de nos salariés qui choisissent finalement un peu le degré d'engagement dont ils ont besoin. Et tu sais combien s'engagent à peu près? Tu as une idée, un pourcentage? Alors, c'est effectivement un indicateur qu'on a dans nos indicateurs de l'entreprise à mission qu'on n'a pas terminé encore de produire, mais ça fait partie effectivement des indicateurs qu'on suit. On est en train de terminer finalement la liste en gros des actions d'engagement qu'on estime importantes. Et ensuite, on va suivre ce pourcentage et voir comment il évolue. On a un objectif de 90% d'engagement. C'est énorme. Ouais, énorme. Dernière question avant de passer à la séquence numéro 2. C'est une question sur la parité. C'est un sujet dont on parle beaucoup. La loi Rixain est passée en 2021, imposant des quotas de femmes dans les COMEX, alors à des échéances un peu lointaines, 2026, 2029. Vous en êtes où, vous, au sein du groupe? Combien vous avez de femmes au COMEX? Alors au COMEX, on est 33% de femmes. Donc on est dans les règles. On est dans la trajectoire, disons, de la loi. Et au niveau de l'ensemble de nos cadres, on est à 56%. Avec de manière générale une féminisation aussi importante de l'ensemble de nos salariés. On est plus de femmes que d'hommes sur l'ensemble de nos salariés. Et c'est un sujet que vous traitez en particulier? C'est un sujet qu'on traite en particulier. On a mis en place d'ailleurs un programme aussi de mentorat
des femmes dans la banque par des femmes du COMEX, mais aussi des hommes qui sont... C'est ce que j'allais demander, voilà. s'il y avait des hommes. Ouais, tout à fait, qui sont aussi justement mentors. Donc on a été formés au rôle de mentor. Et puis on va voir comment cette première promotion évolue. Mais évidemment, c'est un enjeu clé autour... aussi de cette notion de transition juste. Et finalement, on compare un peu dans la dimension un peu plus idéologique, je dirais, de l'écoféminisme, où on peut comparer un peu finalement l'attitude qu'on a envers la nature avec l'attitude qu'on peut avoir envers les femmes. Donc c'est évidemment des enjeux communs qu'on traite. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va passer à la séquence numéro 2 qui s'appelle du tac au tac. Okay. Tu dois choisir entre deux choses. Alors, il est interdit de répondre les deux, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Ouais, douche, clairement. Côte de bœuf ou tofu ? Maintenant, tofu, ouais. Tu t'es convertie ? Ouais, côte de bœuf, c'est plus possible. Plage ou piscine ? Là, j'avoue, mon péché mignon, je reste piscine. Ouais. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Arrondi en caisse, voilà, avec micro-nom, bien sûr. On en parlait, exactement. Gourde ou bouteille d'eau ? Gourde, thermos de thé tout le temps. Réunion en présentiel ou en distanciel ? En présentiel. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement précieux, la flexibilité du télétravail, etc. Mais je crois que justement, pour donner aussi du sens aux équipes et pour retrouver ce lien social, on a besoin de se retrouver, ouais. Et vous avez mis en place d'ailleurs des jours de télétravail, ouais, j'en profite pour poser la question. Bien sûr, des jours de télétravail. Et on a aujourd'hui, on est vraiment équipés pour mener nos réunions de façon hybride. Et vraiment, nos salariés décident. On a 2 jours de télétravail par semaine. Ouais. Et c'est vraiment à la main des salariés et puis avec une approche managériale très bienveillante. Mais on voit que les gens ont envie de revenir sur site. Ils ont besoin de se voir aussi. Ouais. Plutôt livre ou liseuse ? Livre. Le papier est incontournable pour moi. Et donc journaux papier ou tablette ? Oui, papier. Journaux papier aussi. Ouais. Très bien. Alors on arrive à la séquence numéro 3 qui s'appelle « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE du groupe qui a, selon toi, changé la donne pour ton groupe ? Quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues qui nous écoutent aujourd'hui ? L'idée de ce podcast, c'est vraiment qu'il y ait un échange de bonnes pratiques et de se transmettre des idées. Donc, si tu devais en donner une, vraiment... Alors, pour moi, vraiment, la mesure phare chez nous, ça a été une mesure de renoncement. Et donc, cette mesure autour de l'arrêt du financement des énergies fossiles, donc, qui n'est pas forcément reproductible à d'autres secteurs. Mais l'enjeu, c'est... une décision clé. Voilà, c'est de comprendre que c'est un renoncement sur une activité importante ou sur un élément de rentabilité, de PNL important. Donc ça, c'est transposable à tous les secteurs. Et je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face sur la dimension on va faire de la croissance verte, on va faire... derrière la transformation de notre économie, il va y avoir des renoncements, il va y avoir... une transformation très importante de certains secteurs et des personnes aussi qui vont devoir véritablement changer d'emploi. Il faut les accompagner, mais voilà, cette dimension du coup renoncement me paraît essentielle dans la crédibilité d'une politique aujourd'hui RSE. Savoir faire des choix. Voilà. Après, il y a des renoncements, mais des opportunités aussi. Exactement. Par ailleurs. Ouais. Très bien. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Adrienne, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu veux, en 1 minute, en 2 minutes, le message que tu voudrais passer à nos auditrices et à nos auditeurs. D'abord, merci beaucoup. Je crois que ce qui me frappe, c'est vraiment que ces sujets aujourd'hui, évidemment de durabilité, mais même de finances durables aujourd'hui intéressent autant. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on me regardait plutôt avec des gros yeux et j'aurais jamais pensé que des podcasts puissent être dédiés au sujet. Donc, voilà, je suis
très heureuse qu'on puisse justement continuer à partager ces bonnes pratiques comme tu le fais. C'est extrêmement important pour à la fois expliquer, faire se parler différents mondes, différents enjeux dans la transformation vraiment systémique aujourd'hui de notre économie. Donc la pédagogie, l'éducation financière, l'éducation économique est extrêmement importante. Et voilà, j'espère modestement y contribuer. Oui, c'était passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont absolument tous les secteurs qui sont concernés par cette transition. Alors, on parle beaucoup de l'environnement, mais pas que. Il y a le social, le sociétal aussi. On voit qu'on assiste vraiment à l'avènement de l'entreprise citoyenne, quelle que soit son activité. Merci beaucoup Adrienne d'avoir accepté l'invitation. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Christophe Itier, qui est ancien haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, fondateur de French Impact et président de Mode d'Emploi. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.